On peut se faire une idée de cette expérience et de la façon dont elle a bouleversé notre vision de la réalité en réalisant une expérience similaire, non pas au niveau des particules, mais avec des objets plus ordinaires, comme ceux qu'on trouve ici, dans un bowling. Mais avant, il va falloir que je réaménage un peu la piste. Normalement, si je fais rouler plusieurs boules sur la piste, soit elles seront arrêtées par la plaque, soit elles passeront par une des fentes et iront frapper l'écran placé derrière. C'est exactement ce qui se produit. Les boules qui passent dans les fentes viennent déchirer l'écran pile dans l'axe de la fente gauche ou de la fente droite. L'expérience de la double fente ressemble à ça, sauf qu'au lieu de boules de bowling, on utilise des électrons qui sont des milliards de fois plus petits. On peut les représenter par ces boules plus petites. Voyons ce qui se passe quand j'en lance plusieurs. Quand les électrons passent dans les fentes, il se produit un phénomène complètement différent derrière la plaque. Au lieu de déchirer l'écran détecteur en seulement 2 points, les électrons sont disséminés sur toute la surface et dessinent des bandes verticales, y compris dans la zone comprise entre les 2 fentes. Alors qu'en toute logique, elles devraient être protégées des impacts. Comment expliquer cela? Pour les physiciens, même dans les années 1920, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il s'agit d'ondes. Comme les vagues, les ondes font un tas de choses que des boules de bowling ne peuvent pas faire. Elles peuvent se scinder et se combiner. Si j'envoie une vague à travers la double fente, elle se scinde d'abord en 2. Puis les 2 vagues résultantes se rencontrent. Les crêtes et les creux de chacune d'elles se combinent. 2 crêtes qui se rencontrent forment une crête plus grande. 2 creux qui se rencontrent, un creux plus grand. Et quand une crête et un creux se rencontrent, ils s'annulent. Si on traduit la hauteur du niveau d'eau par des points plus ou moins brillants sur l'écran, les crêtes et les creux créent une succession de bandes. C'est ce qu'on appelle une figure d'interférence. Mais les électrons sont des particules. Alors, comment peuvent-ils dessiner cette figure? Comment un seul électron peut-il produire le même schéma qu'une onde? Finalement, c'est un physicien du nom de Max Born qui a proposé une explication totalement inédite. Born a dit que l'onde n'était pas un électron étalé, ni quoi que ce soit d'autre de connu de la science. Pour lui, il s'agissait d'une chose très curieuse, une onde de probabilité. C'est l'amplitude d'une onde à une position donnée qui prédit la probabilité que l'électron se trouve à cette position. Une amplitude élevée ne veut pas dire c'est là que se trouve l'électron, mais c'est là qu'il a le plus de chances de se trouver. C'est très étrange. Ça semble indiquer que l'électron est une multitude de possibilités. L'action de mesurer une particule contraint celle-ci à abandonner toutes les autres positions qu'elle aurait pu avoir pour une position définie où on l'observe. C'est l'acte de mesure qui force la particule à faire ce choix. Un phénomène si contraire à toute intuition logique de l'univers que cela pourrait, d'après lui, enfin prouver que cette théorie était incomplète. Ce talon d'Achille s'appelait l'intrication quantique. La prédiction la plus bizarre, la plus absurde, la plus folle et la plus ridicule de la mécanique quantique, c'est l'intrication. L'intrication est une prédiction théorique issue des équations de la mécanique quantique. 2 particules peuvent devenir intriquées si elles sont proches et que leurs propriétés deviennent corrélées. Et bizarrement, la mécanique quantique dit que même si on sépare ces particules, qu'on les envoie chacune dans une direction opposée, elles resteront inextricablement liées. Pour comprendre à quel point cette idée est farfelue, nous allons étudier une des caractéristiques des électrons,
le spin. Contrairement à la rotation d'une toupie, le spin d'un électron, comme c'est le cas d'autres grandeurs quantiques, est en général totalement flou et incertain, jusqu'au moment où on le mesure. Et à ce moment-là, on constate que l'électron tourne soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire. C'est un peu comme cette roue. Quand elle s'arrête, le curseur va se trouver au hasard sur le rouge ou sur le bleu. Maintenant, imaginez une seconde roue. Si ces deux roues se comportaient comme des électrons intriqués, à chaque fois que l'une s'arrêterait sur le rouge, l'autre tomberait systématiquement sur le bleu. Et inversement. Étant donné que les roues ne sont pas reliées, c'est déjà bizarre. Mais la théorie défendue par Niels Bohr et ses collègues va encore plus loin. Elle prédit que si l'une des deux roues est très éloignée, même si elle est sur la Lune, sans qu'elle soit reliée par un fil ou un transmetteur, eh bien, même dans ces conditions, si le curseur de l'une est sur le rouge, celui de l'autre sera à coup sûr sur le bleu. Autrement dit, si on mesure une particule ici, non seulement on affecte cette particule, mais on affecte aussi celle avec laquelle elle est intriquée, quel que soit leur éloignement. Pour Einstein, cette idée d'une connexion longue distance entre des roues ou des particules était si ridicule qu'il a parlé d'action fantôme. Action fantôme à distance. Quand on mesure l'action d'une des particules à un endroit, il semble que l'autre le sache comme par magie, même si elle est très loin. D'après Alain Aspect, pour que la mesure des propriétés de l'une des particules influence directement l'autre, il faudrait qu'un signal voyage entre elles plus vite que la vitesse de la lumière. Or, Einstein lui-même a démontré que c'était impossible. La seule autre explication est la fameuse action fantôme à distance, ce que confirment les expériences d'Alain Aspect. Ces résultats font l'effet d'une bombe. Ils prouvent que les calculs de la mécanique quantique sont corrects. L'intrication existe. Des particules quantiques peuvent être corrélées à travers l'espace. Mesurer les propriétés de l'une a une influence instantanée sur l'autre, comme si la distance qui les sépare n'existait pas. Ce en quoi Einstein ne voulait pas croire. L'action fantôme à distance existe bel et bien. C'est le phénomène le plus étrange de la mécanique quantique. C'est impossible de l'appréhender. Ne me demandez pas pourquoi ni comment ça marche. C'est une question qu'on n'a pas le droit de poser. Tout ce qu'on sait, c'est que le monde fonctionne comme ça. Anton Zeilinger est encore loin de pouvoir téléporter qui que ce soit. En revanche, il tente d'utiliser l'intrication quantique pour téléporter des particules individuelles, plus exactement des photons, les particules associées à la lumière. Il commence par créer une paire de photons intriqués dans un laboratoire sur l'île de La Palma. L'un des photons reste à La Palma, tandis que l'autre est envoyé par un laser sur l'île de Tenerife à 143 km de là. Ensuite, Anton Zeilinger fait intervenir un troisième photon, celui qu'il compte téléporter, et le fait interagir avec le photon intriqué resté à La Palma. Son équipe étudie cette interaction et compare l'état quantique de chacune des deux particules. C'est là que ça devient intéressant. Grâce au phénomène d'action fantôme à distance, les scientifiques peuvent utiliser le résultat de la comparaison pour transformer le photon intriqué qui est sur Tenerife en une copie identique du troisième photon. Au final, c'est comme si ce dernier avait été téléporté à travers l'océan sans franchir l'espace qui sépare les deux îles. En quelque sorte, on extrait l'information contenue dans l'original et on fabrique un nouvel original là-bas. Grâce à cette technique, le physicien a réussi à téléporter des dizaines de particules. Contrairement au bit classique, dont la valeur est soit 0, soit 1,
les bits quantiques sont beaucoup plus souples. Disons qu'ici, on a des bits. Ici, 0 et là, 1. C'est une information. Mais si c'est à la fois ici et là, on a un bit quantique, ou qubit. De même qu'un électron peut à la fois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse, un qubit peut prendre simultanément les valeurs de 0 et de 1, ce qui en fait un élément multitâche. Ça veut dire qu'on peut effectuer des calculs d'une complexité inimaginable. En théorie, un qubit peut être n'importe quel élément qui se comporte selon les lois quantiques, comme un électron ou un atome. Ici, il s'agit de minuscules circuits supraconducteurs conçus grâce à la nanotechnologie et capables de fonctionner simultanément dans deux directions. Comme les qubits sont multitâches, notre puissance de calcul pourrait exploser de façon exponentielle si on parvenait à en faire travailler plusieurs ensemble à la résolution d'un problème. Un qubit peut faire deux choses à la fois. 2 qubits, 4 choses à la fois. Et 10 qubits, 1024 choses à la fois. Et 300 qubits pourraient effectuer simultanément plus de choses qu'il n'y a de particules élémentaires dans l'univers. Certains sont convaincus qu'il manque des détails dans les équations quantiques. Même si les possibilités sont immenses dans le monde de l'infiniment petit, ce sont ces détails manquants qui recalculent les chiffres à mesure qu'on passe du niveau des atomes au niveau des objets. Et donc, il devient clair que toutes ces possibilités, sauf une, disparaissent. Ce qui donne un seul résultat défini. D'autres physiciens pensent que toutes les possibilités qui existent dans le monde quantique ne disparaissent jamais, mais que chaque possibilité trouve son aboutissement. Mais la plupart aboutissent dans des univers parallèles aux nôtres. C'est une idée qui donne le vertige, mais il se pourrait que la réalité dépasse le cadre de l'univers que nous voyons et qu'elle se ramifie constamment en créant des mondes nouveaux où chaque possibilité se matérialise. La mécanique quantique est un territoire encore vierge et nul ne peut prédire où son exploration nous entraînera. Le simple fait que notre réalité soit plus étendue, plus étrange et plus mystérieuse qu'on le croyait est magnifique et impressionnant. Le plus beau dans la science, c'est qu'elle nous permet d'apprendre des choses qui dépassent nos rêves les plus fous. La mécanique quantique en est l'illustration parfaite. Le jour où l'on découvre la mécanique quantique, on n'est plus jamais le même. Aussi étrange la mécanique quantique soit-elle, il est clair maintenant qu'il n'y a pas de frontière entre les mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ces lois s'appliquent partout. La seule différence est que ces caractéristiques les plus bizarres sautent plus aux yeux quand les objets sont petits.